Chapitre 10. Fuite. Je suis comme ce vagabond. Au réveil, cette idée illumine ma tête, enfin libérée du carcan de fer de la migraine. Je suis comme ce vagabond. Hier soir, la bile noire noyait mes pensées, mais ce matin tout est limpide. Je suis comme ce vagabond. La voilà, la seule, l'unique manière d'entrer au palais, me faire capturer tel un agneau qu'on emmène à l'abattoir. Je m'arrache à mes draps, dans lesquels je me suis endormie tout habillée, et je cours à la fenêtre. Dans le matin grisâtre, sur lequel pèsent des nuages plus lourds que jamais, le mur de la traque s'est refermé. Mais contrairement à hier, le spectacle de la forteresse la plus imprenable du royaume ne me consterne pas. Au contraire, il m'inspire. Si je parviens à pénétrer dans l'enceinte comme prisonnière, peut-être qu'une fois à l'intérieur, je trouverai le moyen d'échapper à mes gardes pour dénicher ce monstre d'Alexandre. Peut-être que j'aurai le temps de le mutiler, et même de le tuer, avant d'être à mon tour livré à la mort. Un grand calme m'envahit. Mon esprit est parfaitement concentré. Hier, j'étais désemparée, en proie à la mélancolie la plus profonde, car je ne voyais aucune issue. Mais maintenant que j'ai un plan, si fou et suicidaire soit-il, la trappeuse en moi reprend le dessus. Monsieur de Montfaucon a annoncé qu'on me trouverait une place au couvent à la fin de la semaine. Je peux donc espérer être toujours à la grande écurie cette nuit, pour tenter de m'enfuir de cette chambre. Par où? D'un côté, la porte verrouillée à double tour, derrière laquelle s'empilent 5 étages infestés de gardes suisses surentraînés. De l'autre, la lucarne étroite donnant sur les toits, les gouttières et la cour, peuplée de molosses. Mon instinct me porte vers la lucarne. Dans mes forêts, j'ai plus souvent eu l'occasion d'affronter des bêtes féroces que des soldats. Voilà qui est décidé. Maintenant, les armes. Il me faut un pieu à planter dans la poitrine d'Alexandre, puis une lame pour lui trancher la tête. En ce qui concerne la décapitation, j'ai le couteau à viande. Sectionner le cou d'un vampire avec cet ustensile sera une vraie boucherie. J'y prendrai d'autant plus de plaisir qu'Alexandre ne s'est pas gêné pour mutiler les cadavres des miens afin de rapporter des trophées. Quant au pieu, l'unique chaise de la chambrette fera l'affaire. J'attendrai ce soir, après la dernière ronde des gardes, pour me confectionner l'arme fatale. Forte de ce plan, je passe la journée immobile, assise sur le bord de mon lit. Les heures ne m'ont jamais semblé si longues. Chaque fois que la clé tourne dans la serrure de la porte, je suis prise d'angoisse, pourvu qu'on ne vienne pas pour m'emmener au couvent. Mais non, ce sont les gardes qui m'apportent mes repas et viennent vider mon pot de chambre. Puis le jour commence enfin à décroître, l'excitation montant à mesure que la lumière diminue. J'attends que le tocsin ait sonné avant de me mettre en action, certaine qu'on ne me dérangera plus de la nuit. D'abord, je retourne la chaise. Profitant du vacarme du mur de la traque qui s'ouvre à nouveau, là dehors, je donne de grands coups de talon sur l'un des pieds de bois. Il finit par craquer et se détacher du cadre, sans attirer l'attention des gardes. Je m'en empare et me mets à tailler fébrilement le bout avec la lame de mon couteau. Copeau après copeau, une pointe se dessine. Quand je la juge assez acérée, je soupèse le pieu de 30 cm dans mon poignet endolori par une heure de travail. Il est parfaitement lesté. Je retire alors ma robe. J'en déchire le bas à mi-cuisse pour permettre à mes jambes de bouger plus aisément. Je forme un bandeau avec la large chute de toile, que j'enroule en brassière croisée autour de mon torse afin de ménager un fourreau dorsal. J'y glisse le pieu et le couteau, une arme contre chaque omoplate, à portée de main. Puis je repasse la robe écourtée par-dessus le tout, abandonnant le corset, et je noue mes cheveux avec un ruban. Enfin, je fais sauter mes escarpins à talons, libérant mes pieds nus. À cet instant, 10 coups résonnent au clocher de Versailles, sonnant 10 heures du soir. Le moment le plus délicat est venu, celui de la fuite par les toits. Je tourne la poignée de la lucarne. L'air de la nuit caresse mes joues, tandis que monte la rumeur des carrosses se pressant sur la place d'armes. Je prends une inspiration profonde, puis, sans un regard en arrière, je me hisse à travers l'ouverture étroite. Je me mets à arpenter la toiture, en quête d'un endroit où amorcer ma descente. Les nuages qui cachent la lune me dissimulent, mais ils m'empêchent aussi d'y voir clair. Aussi dois-je tâtonner, à 4 pattes, cherchant des mains un tuyau plongeant. Ce faisant,
Je m'efforce de ne pas regarder le gouffre noir de la cour 20 mètres plus bas. Quant aux molosses tapis dans leur niche, j'espère qu'ils sont attachés à de solides chaînes. Tandis que j'ausculte la nuit en guettant les grognements des chiens, un craquement retentit dans mon dos. Je me retourne lentement, en équilibre au bord du toit, tous mes sens en alerte. Mais je ne vois rien. Sans doute était-ce un oiseau de nuit. L'angoisse au ventre, je reprends ma laborieuse exploration, jusqu'à ce que mes doigts rencontrent une soudure connectée à un coude plongeant vers la cour. Je l'empoigne fermement et tente de l'arracher pour en évaluer la solidité. Il résiste. Pourvu qu'il soit aussi solide que les troncs d'arbres que j'escaladais jadis pour aller voler des œufs de caille dans leur nid. Je laisse mes jambes pendre dans le vide, jusqu'à ce que mes orteils rencontrent une soudure sur laquelle s'appuyer le long du conduit vertical. Je presse la plante de mes pieds de chaque côté de la soudure, sans prêter attention au contact du métal froid contre ma peau nue. Ça a l'air de tenir bon. Je détache alors ma main droite du toit, et j'enfonce bien mes doigts entre la tubulure de fer et le mur de pierre pour assurer ma prise. Enfin, je détache ma seconde main qui vient rejoindre la première. Voilà, la descente a commencé. Déjà 1 mètre de franchi. À vue de nez, plus qu'une 20aine de mètres de rien du tout avant de toucher terre. Je descends un pied le long du tuyau en quête d'une nouvelle soudure sur laquelle m'appuyer. Plus bas, encore un peu. Au moment où je sens enfin une excroissance sous la pointe de mon orteil, le corps étiré entre ma jambe tendue et mes mains qui s'agrippent toujours au-dessus de ma tête, une vive lumière blanche déchire la nuit. Mon ombre écartelée se projette brièvement sur le mur. L'instant d'après, le grondement formidable du tonnerre fait écho à cet éclair. L'orage vient d'éclater. Je lève le visage vers le ciel, à garde. Une pluie de gouttes tièdes me tombe sur le front. Un nouvel éclair m'éblouit. Le temps que je ramène la jambe qui s'était aventurée plus bas, l'averse se transforme en torrent. Le ciel se déchire. Les tonnes d'eau que j'avais senties s'accumuler depuis des jours tout au long de ma montée à Versailles s'abattent sur moi. Je tente de remonter mes mains le long du tuyau pour atteindre la gouttière, mais cette dernière déborde déjà du trop-plein de pluie qu'elle ne parvient pas à évacuer. Le tuyau de descente trempé devient glissant sous mes paumes. Les trompes d'eau, s'engouffrant à gros bouillons dans la plomberie, envoient des vibrations jusqu'au creux de mes cuisses. Le tonnerre claque dans mes oreilles, le déluge m'assomme. Le vent furieux arrache mon ruban et me plaque les cheveux dans les yeux. Les bourrasques s'immiscent entre le mur et moi comme pour m'en arracher. Millimètre après millimètre, je sens mes doigts glisser. J'ai beau les enfoncer dans le métal au risque de me retourner les ongles, rien n'y fait. Je suis sur le point de tomber. Je tombe. Un étau se resserre soudain sur ma main gauche, la dernière à lâcher prise. Pendant un instant, je flotte ainsi au-dessus du vide mugissant, suspendu par le bras. Puis la chose qui m'a rattrapée de justesse me hisse jusqu'à elle avec une force phénoménale. J'atterris en boule sur le toit, pantelante, l'épaule disloquée. Les rafales de pluie sont si drues, si serrées que je ne vois rien autour de moi. Rien qu'une ombre penchée sur mon corps meurtri. Qui êtes-vous ? Je bredouille. L'eau s'engouffre dans ma bouche et la tempête avale mes paroles. L'être qui m'a sauvée me prend à nouveau le bras et me soulève. J'étouffe un cri de douleur, chancelant sur mes jambes encore percluses de crampes. Puis soudain, comme par magie, je me sens quitter le sol de tuiles. Le toit se met à défiler à toute allure devant moi. Je suis dans les bras de la créature. Le contact de sa poitrine trempée contre la mienne est anormalement froid. On dirait la peau d'un vampire. Non, c'est impossible. Un bruit sourd résonne contre mon oreille, plus lourd et profond que les coups de tonnerre. Le battement d'un cœur vivant. Je lève les yeux pour tenter d'apercevoir le visage de mon ravisseur, mais ce dernier est dissimulé sous une profonde capuche de cuir battue par la pluie. Il en émane une odeur douceâtre de sous-bois en automne, un parfum de feuilles mortes. « Où m'emmenez-vous » je hurle. Pas de réponse. « Lâchez-moi » je crie, en fouillant dans mon dos pour en extraire le couteau. « Lâchez-moi, je vous jure que je vous tue » Je plaque la lame à la base de la capuche, mais la créature ne s'arrête pas. Au contraire. Parvenue au milieu du toit, elle bondit sur la plus massive des souches de cheminée et se glisse dans le large conduit. Se raccrochant d'une main au barreau d'une échelle de ramoneur rouillée, tout en me tenant toujours dans son autre bras, elle descend avec une agilité surhumaine. La fureur des éléments s'étouffe peu à peu,
à mesure que nous nous enfonçons dans le puits d'ombre et de suie. La faible luminosité s'éteint tout à fait. Je n'entends bientôt plus rien que ce cœur palpitant, que d'un coup de couteau, je pourrais transpercer. Lorsque nous touchons le sol, les échos de la tempête se sont totalement dissipés. Je devine que nous avons gagné les entrailles de la grande écurie, plus bas que les salles de cour, plus bas que la salle de gala au rez-de-chaussée, plus bas même que la salle d'armes en sous-sol. Mon mystérieux ravisseur me repose enfin à terre. Nous sommes dans une crypte de dimension incertaine, la seule source de lumière provenant d'une petite lanterne en fer posée sur une table bancale. Dans le halo tremblotant, j'aperçois un grand linteau de cheminée au foyer éteint, par lequel nous sommes arrivés. L'inconnu, lui, se tient à la lisière du halo, comme s'il craignait d'y pénétrer tout à fait. Je ne discerne que les grossiers chaussons de cuir enveloppant ses pieds, et le bas de ses culottes de toile, dégouttant d'eau de pluie. Le reste de sa silhouette, son torse et sa capuche, disparaissent dans l'ombre. Pendant quelques instants, nous demeurons ainsi, l'un face à l'autre, au milieu du silence. Tandis que mon regard s'acclimate à la pénombre, à défaut de pouvoir dévisager celui qui vit ici, je distingue mieux les objets disposés sur la petite table. Il y a là un pichet en terre cuite, un gobelet en fer, et le dernier objet que j'aurais imaginé trouver en ces lieux, un harmonica. Mais ce n'est pas tout. Derrière ces modestes effets repose un tas blanchâtre, un amoncellement aux formes hideusement familières. Dans un horrible déclic, mon esprit fait le rapprochement avec les ouvrages d'anatomie de mon père. Des tibias à demi rongés, des fémurs brisés pour en sucer la moelle, et des crânes fracassés comme des coquilles de noix pour en dévorer la cervelle. Je brandis devant moi le couteau que j'avais imprudemment baissé. « La sortie !» Je coasse, d'une voix broyée par l'angoisse, à l'idée que mon hôte a soupé ici de restes humains. Il esquisse un mouvement dans ma direction, tendant une main qui, l'espace d'un instant, apparaît dans la lumière. « Arrière !» Je hurle, en levant mon arme. « La sortie, j'ai dit !» Il tourne brusquement les talons. J'ai juste le temps d'attraper l'anneau de la lanterne avant de lui emboîter le pas. « Si vous essayez de me semer ou de m'égarer, je vous poignarde !» Je l'avertis, grelottante et trempée jusqu'aux os. Le reclus des profondeurs avance aussi vite dans ces souterrains qu'il le faisait sur le toit, et il me faut courir pour garder le rythme. Le halo tremblotant de ma lanterne ne parvient jamais à remonter plus haut que ses talons fuyants. Un escalier étroit apparaît soudain, s'envolant en colimaçon. Je m'y jette à la suite de mon horrible guide. La plante de mes pieds nus frappe les marches usées par les siècles, encore et encore. À mesure que je monte, il me semble sentir de l'air frais. Ce n'est pas seulement dû à cette course folle. Un souffle me caresse le visage, de plus en plus puissant, de plus en plus proche, de plus en plus. La flamme s'éteint d'un seul coup, soufflée par une bourrasque venue d'en haut. Surprise, je manque une marche et lâche l'anneau de la lanterne. Elle dégringole l'escalier en émettant des échos métalliques, avant de se fracasser un peu plus bas. Me voilà plongée dans l'obscurité totale, alors que je croyais atteindre enfin la sortie. J'empoigne mon couteau à deux mains, me plaquant au mur circulaire de l'escalier. Une odeur d'automne remplit mes narines. Je reconnais aussitôt celle du reclus qui s'approche. Même si je ne le vois pas, je le sens. Son parfum est celui de la mort et de la décomposition, de la peur elle-même. « Ne me touchez pas !» je hurle, en dardant la lame. Le tranchant glisse sur la surface rêche d'une toile, puis sur la chair élastique en dessous. L'effluve douceâtre reflue aussitôt. Je ne sais pas ce qui est le plus horrible, entre la sensation d'avoir senti la créature si près de moi et le fait qu'elle s'est esquivée sans un cri de douleur, sans même un murmure après que je l'ai écorchée. Je reste dos collé au mur, pantelante, prête à frapper à nouveau s'il le faut. Mais j'ai beau humer, je ne perçois plus d'odeur de feuilles mortes. Il ne reste que la senteur minérale des vieilles pierres. Soudain, un grincement de gonds retentit dans les hauteurs de l'escalier. Un flot de lumière pâle tombe sur les marches au-dessus de moi. Je franchis la dernière volée pour me précipiter sur la porte qui vient de s'ouvrir, et je me jette à l'extérieur. Je déboule dans une ruelle déserte, maculée de larges flaques, où se reflète la lune aux trois quarts pleine. Je lève les yeux. Tout là-haut, l'orage a cessé. Dans le ciel lavé, les étoiles brillent à nouveau.
Une vive fraîcheur a remplacé la lourde tiédeur de la fin d'été. L'automne a bel et bien commencé. C'est alors qu'un nouveau grincement retentit dans mon dos. Je n'ai que le temps de me retourner pour voir la porte de fer se refermer dans la façade arrière de la grande écurie, actionnée par l'ermite cannibale qui s'y cache. À aucun moment je n'ai entendu sa voix. Je n'ai pas vu son visage. Je n'ai aperçu de lui que sa main, tout à l'heure, dans le halo de la lanterne. Je m'en souviens maintenant, car elle s'est imprimée dans ma rétine et dans ma mémoire. Une main aux longs doigts olivâtres, à la paume traversée d'une ligne de points de suture noircie.